Niagale Bagayoko, bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur i24 News. Vous êtes politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Pascal Hérault, bonsoir. Merci d'être également en direct avec nous. Vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient à l'Opinion. On va montrer la première de couverture de votre dernier livre, Le piège africain de Macron, coécrit avec Antoine Glaser. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Merci d'être en direct avec nous depuis notre studio à Paris. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, et j'ai le plaisir d'accueillir également Jacques Neria. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires. Niagale Bagayoko, c'est important pour commencer de mesurer la dimension stratégique du Tchad en Afrique, qui se retrouve au carrefour des tensions en connectant plusieurs théâtres de conflit, le Sahel, la Libye et la République centrafricaine. Absolument, et je rajouterai un autre théâtre qui me paraît absolument fondamental, c'est celui du bassin du lac Tchad, autour duquel sévit les restes de la secte Boko Haram, qui est désormais scindée en plusieurs groupes, notamment l'ISWAP, c'est-à-dire l'État islamique province Afrique de l'Ouest, donc dimension lac Tchad, et le JAS, c'est-à-dire la force désormais d'Aboubacar Chikaou. Et le Tchad avait un rôle extrêmement important dans la stabilisation de cet espace-là. Emmanuel Dupuis, depuis la mort du président tchadien, nous sommes entrés dans une période de flottement. Que va-t-il se passer au Tchad ? Écoutez, si on en croit le comité militaire de transition, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, nous orientons vers une période longue de 18 mois qui nous porteront vers des élections. La France les a appelées de manière inclusive à l'horizon 2022, septembre 2022. Mais c'est évidemment faire un petit peu rapidement abstraction de la continuation, de la progression de la rébellion, du front pour l'action, le front pour l'action et la concorde, pardon, qui est en cours de progression, puisque c'est à cause de lui que le président Déby a été tué, et bien évidemment c'est faire abstraction des dynamiques qui sont en cours à Djamena. On a entendu un certain nombre de responsables politiques, pas plus tard que hier soir, Saleh Kebzabo appeler à un cessez-le-feu, donc en tendant la main à la fois à la rébellion en mouvement vers Djamena, mais également en tendant la main au comité militaire composé de 15 militaires, accessoirement beaucoup d'anciens responsables sécuritaires du régime, le ministre de la Défense, le chef du renseignement militaire, le chef d'état-major qui n'était pas présent sur la photo car il était en opération précisément pour essayer de stopper la colonne des rebelles, et puis bien évidemment avoir à l'esprit qu'il y a beaucoup de discussion autour d'un coup institutionnel, je n'appellerai pas ça un coup d'État, car selon la Constitution, l'article 81, c'est bien le président de l'Assemblée nationale qui a beau arguer qu'il était trop âgé, sauf qu'il avait 71 ans alors que le président Déby en avait 68, donc on voit bien que l'argument ne tient pas, et de ce point de vue, il y aura beaucoup de discussions dans les heures qui viennent pour savoir si oui ou non la rébellion continue sa progression alors que le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il serait présent à Djamena vendredi prochain. Pascal Hérault, le Tchad, c'est véritablement un pilier de la relative stabilité régionale ? Oui, c'est en tout cas un pays pivot pour les partenaires occidentaux. Le Tchad a 1200 hommes actuellement engagés au Sahel, dans la région des 3 frontières, pour essayer de lutter contre les terroristes. C'est aussi 600 hommes qui sont engagés dans le lac Tchad, aussi pour lutter contre Boko Haram. Donc c'est un partenaire pivot et un partenaire historique des Occidentaux dans la lutte contre le terrorisme, contre les rébellions dans toute la région sahélienne, et c'est un vieux partenariat qui date de l'arrivée au pouvoir d'ailleurs d'Idriss Déby Itno dans les années 90. Jacques Neria, il faut rappeler, le Tchad c'est un pays membre de l'organisation de la conférence islamique. C'est important de rappeler la relation particulière qu'entretenait l'État d'Israël avec ce pays africain. Écoutez, d'abord, il y a la dimension personnelle. J'ai étudié au pensionnat avec le fils de François Tombalbé, feu François Tombalbé. J'ai suivi la guerre du Tchad en tant qu'officier de renseignement des Israéliens
lors des attaques libyennes de la guerre libyenne-tchadienne. J'ai même été à N'Djamena à l'époque, et puis je suis revenu à N'Djamena et j'ai conduit là-bas des discussions, négociations, tout cela. Le pays, effectivement, c'est François Tombalbey qui a coupé les relations avec Israël en 1972, et Idriss Déby a eu le courage de les renouer, alors que c'était en fait un renouement qui était véritable déjà sur le terrain. Donc, de ce point de vue-là, il y a une importance pour Israël de voir le Tchad rester stable comme il était, sous une dictature plus ou moins d'Idriss Déby. Ce qui va se passer aujourd'hui, à supposer qu'on parle d'un combat qui s'est déroulé à 300 km de N'Djamena, figurez-vous, donc la menace pour Tel Aviv, c'est Beyrouth, donc je dirais, il ne faut pas exagérer. Donc, est-ce qu'effectivement il a été tué au combat ou est-ce qu'il a été éliminé comme François Tombalbey? C'est encore à voir, c'est encore à voir les événements. Ce qui est certain, c'est que dans cette période-là, il faut que l'armée tchadienne se regroupe. Il faut que les contingents tchadiens qui sont plus ou moins déployés dans le Sahel reviennent à N'Djamena. Dans ce cas-là, il y aura une atteinte très sérieuse sur la sécurité et sur la stabilité de la région du Sahel. Et de cela, je dirais, c'est ce qui a le point le plus important, parce que automatiquement, c'est un vide qui doit attirer d'autres forces à la place. Effectivement, justement, Niagale Bagayoko, est-ce qu'une dégradation de la situation au Sahel serait porteuse de risques terroristes pour l'Occident ? Alors, je vais répondre en deux temps, si vous le permettez, puisque on aborde le rôle du Tchad dans la lutte antiterroriste. Je pense qu'il faut être très clair et se rendre compte que le fameux bataillon tchadien, le 8e bataillon de la force conjointe du G5 Sahel, a seulement été déployé il y a un mois à peu près, après avoir été, après être apparu comme une véritable arlésienne. Il est très important de rappeler que le président Déby a attendu plusieurs années avant de déployer ce bataillon. En réalité, le Tchad a été extrêmement actif sur le terrain de la lutte antiterroriste au Sahel central, uniquement en 2013 au moment de l'opération Serval. Le reste des contingents tchadiens sont déployés dans le cadre de la mission des Nations Unies, la MINUSMA, c'est-à-dire une mission qui n'a pas pour mandat de faire de la lutte antiterroriste. Et jusqu'ici, il n'y avait pas d'effectifs tchadiens. Donc moi, je ne suis pas vraiment d'accord pour considérer que le départ probable de ce nouveau contingent, qui s'est d'ailleurs malheureusement illustré dès son déploiement par des viols sur des civils, y compris une petite fille de 11 ans et une femme enceinte devant son mari, change véritablement la situation au Sahel. Comme je le disais, il me semble que c'est plutôt de l'autre côté, du côté du bassin du lac Tchad, que l'influence était majeure. Pour ce qui est du risque antiterroriste, la difficulté est que la lecture qui est faite, selon moi, de la situation dans la sous-région actuelle est absolument trop focalisée sur cette question de la lutte antiterroriste, alors que le contexte est extrêmement complexe, avec une imbrication d'acteurs très différents, notamment une communautarisation à travers la multiplication des groupes d'autodéfense, la communautarisation de la gestion de l'accord de paix signé en 2015 à l'issue du processus d'Alger, et une criminalisation des acteurs qui n'a pas nécessairement à voir avec le terrorisme. Donc c'est ça la difficulté opérationnelle aujourd'hui pour les troupes déployées, c'est cet environnement qui est extrêmement complexe et composé de menaces multidimensionnelles que les forces déployées n'arrivent pas en réalité à traiter dans sa globalité. Pascal Hérault, on vient d'entendre, le Tchad est engagé dans la lutte contre Boko Haram autour du lac Tchad et il contribue à la sécurité au Sahel. Est-ce qu'avec la mort du président, ça risque de changer ? Il va falloir voir ce que vont faire ce que va faire la tête là du Conseil de transition militaire. Est-ce qu'ils vont retirer le bataillon de 1200 hommes qui a été mis à disposition mais tout ça dépendra de la situation sur le terrain. Pour le moment, il y a la rébellion du FAC qui devrait ou qui pourrait repasser à l'action parce que derrière cette rébellion, c'est aussi un projet de renversement et de transition
solution politico-militaire derrière le FAC. Et puis il y a aussi d'autres rébellions qui pourraient renaître, aussi des pays limitrophes, notamment l'UFR de Timman Erdemi. Donc je pense que ça dépendra beaucoup de la situation sur le terrain. Si les rebelles repassent à l'offensive, je pense que les militaires feront revenir et concentreront toutes les forces pour préserver leur régime. Merci beaucoup Pascal Hérault pour votre intervention sur i24 News. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient à l'opinion. Je veux remercier également Niagale Bagayoko. Je rappelle que vous êtes politologue et présidente de l'African Security Sector Networks. Merci d'être intervenu sur i24 News. Emmanuel Dupuis, vous restez encore un peu avec nous depuis notre studio à Paris. Jacques Nérian, on vient de parler de la menace terroriste pour l'Occident avec cet élément qui vient d'apparaître au Tchad. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences également sur le terrorisme au Moyen-Orient, autour d'Israël? Écoutez, les États-Unis et la France et leurs alliés combattent les terroristes en Afrique pour essayer d'enrayer l'avance terroriste en Europe et aux États-Unis. Donc on se bat en Afrique pour ne pas se battre en Europe. Donc c'est très clair. Donc aujourd'hui, avec cet événement qui est un événement majeur dans la région, avec une possibilité de changement, de déstabilisation de la région, de redéployer des troupes qui sont aujourd'hui au combat contre Boko Haram et d'autres organisations terroristes au Mali, au Niger, à la frontière libyenne, tout cela, et Darfour, naturellement, n'oublions pas Darfour, tout cela peut causer un vide qui va attiser, je dirais, les ambitions des terroristes d'avancer et, je dirais, de prendre des positions sur un terrain qui n'était pas le leur depuis pas mal de temps. Emmanuel Dupuis, est-ce qu'il faut une intervention internationale plus importante pour tenter d'apaiser les tensions sur place ? Écoutez, non, parce qu'il y a énormément de soldats qui sont déjà présents. Si on agglomère les troupes de la MINUSMA, 14 000 hommes, ça a été rappelé tout à l'heure, le Tchad est le deuxième contingent de la MINUSMA. Au-delà des 1200 hommes qui a été évoqué par Pascal Hérault et par Niagale Bagayoko, il y a 1400 Tchadiens qui sont présents dans l'opération onusienne. Il y a l'opération onusienne, il y a les 5100 militaires français qui sont présents, donc je ne crois pas qu'il faille comme ça rajouter des soldats parce que ce n'est pas une réponse militaire qui va assécher les raisons pour lesquelles un certain nombre de groupes sont montrés au combat. La situation est en train de se complexifier, mais après tout, elle était déjà complexe avant l'enquistement des groupes armés terroristes dans une nébuleuse dans laquelle un certain nombre de mouvements de rébellion n'avaient pas hésité déjà à passer à l'offensive. Souvenons-nous que N'Djamena avait failli tomber en février 2008. N'eût été l'intervention militaire française, ils étaient à quelques centaines de mètres du Palais Rose, donc du palais présidentiel. Ça a été rappelé tout à l'heure, un autre mouvement, l'Union des forces de résistance, l'UFR, avait été stoppé net par une intervention militaire française de Mirage 2000 en février 2019. Donc je ne crois pas qu'il faille une opération internationale. Par contre, ce dont il est question, c'est évidemment de la remobilisation des forces armées tchadiennes pour faire face à ce qui semble être une avancée qui continue. On aurait tendance à penser, en écoutant le président de la République française, en lisant les différents communiqués, qu'on se satisfait de la mise en place d'une transition qui est une transition entre guillemets, non pas politique mais militaire, mais c'est oublier que la rébellion est à 270 km de N'Djamena et que ce matin, elle a dit que dans 48 heures à 72 heures, elle sera à N'Djamena. Donc les militaires tchadiens maintenant vont confirmer une décision qui avait été prise par le président Déby lui-même. Il ne s'agit pas pour le nouveau pouvoir, le nouveau leadership militaire de rapatrier les troupes tchadiennes. Le président Déby lui-même, il y a quelques semaines, avait dit que face à l'offensive des rebelles, il souhaitait rapatrier les forces tchadiennes qui se sont aguerries dans la partie occidentale de la bande sahélo-sahélienne. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis pour votre intervention sur i24 News. Je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Jacques Nérian, en un mot, la normalisation des relations entre Israël et le Soudan, ça ouvre le champ des possibles. Et le Tchad. Oui, non, et le Soudan également. Le Soudan aussi, et le Soudan, oui. Est-ce que ça ouvre également le champ des possibles en termes de renseignements pour Israël en Afrique ?
Écoutez, les antennes qui sont sur place sont importantes pour Israël pour lutter contre le terrorisme. Il faut lutter en Afrique pour ne pas retrouver ces terroristes-là un peu partout dans le monde éparpillés. Merci beaucoup, Jacques Neria, pour votre intervention en direct sur ce plateau.